Bonsoir et bienvenue à cette autre émission de La Vérité en face où nous recevons ce soir le doyen des chefs traditionnels au Cameroun, que beaucoup appellent également le roi rebelle au regard de ses prises de position osées depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui. Âgé aujourd'hui de 89 ans, notre invité trône à la chefferie Bamendjou depuis 72 ans, avec un intermède dans les prisons politiques du Cameroun entre 1959 et 1961, après bien sûr une résidence surveillée entre 1957 et 1959. Le faux des Bamendjou, Jean Rameau Sokoudou Chenjou II, est l'invité de La Vérité en face sur Equinox Télévision. Ce soir, bonsoir et merci d'avoir accepté d'échanger avec nous. Merci, bonsoir. Pour mener cet entretien, nous sommes avec Babila Jonathan. Good evening, sir. Merci Duval. Thank you, ladies and gentlemen, for joining us on this edition of La Vérité en face. Today, we are taking you into the history of Cameroon and the African continent at large, and we are looking at some key issues shaping present-day life in African nations and Cameroon in particular, and even the future. We are also looking at some major issues in the news with regards to the present socio-economic, political, and security situation of the Republic of Cameroon and the forthcoming presidential election. And our guest today is His Royal Majesty for Sokoudou Chenjou II, Jean Rameau. He is the paramount ruler of the Bamendjou people in the west region of Cameroon. Your Royal Majesty, welcome to the program. Thank you. Faux, en observant ce que beaucoup considèrent comme les mutations sociopolitiques sur le continent africain aujourd'hui, notamment ce vent qui souffle, qui est appelé le vent du panafricanisme. Est-ce que vous avez le sentiment que cela épouse, n'est-ce pas, la vision des pères fondateurs du panafricanisme tel qu'on l'a connu dans les débuts? Non, c'est le grand contraire. Pourquoi? Parce que lorsque je me rappelle comment nous avions pris l'initiative en 1955 de revendiquer la liberté au Cameroun par rapport à ce qui se passe actuellement, c'est le grand contraire. Et quelqu'un comme moi qui a vécu du début à la fin, face à ça, je n'ai que les yeux pour pleurer, parce que pour moi c'est regrettable de voir le Cameroun se trouver aujourd'hui dans l'état où le Cameroun se trouve aujourd'hui. Alors peut-être avant de revenir sur le cas spécifique du Cameroun, pour rester de façon globale sur le continent africain, il y a comme un mouvement qu'on observe par exemple en Afrique de l'Ouest aujourd'hui avec l'association des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali, où on observe comme un vent panafricaniste qui souffle. On remarque que de plus en plus, on a le sentiment que les États essaient de retrouver leur souveraineté vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale. On observe par exemple le démantèlement des bases militaires, que ce soit au Tchad, au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, entre autres. Est-ce que ce n'est pas un signe qu'il y a comme une volonté pour les Africains de retourner au panafricanisme originel? Mais effectivement, c'est un signe, mais ce signe est, personnellement, je constate qu'elle est très mal adoptée par les autres États africains. Pourquoi? Ce n'est qu'une infime minorité qui puisse avoir cette intention de se libérer du joug colonialiste. So, Your Majesty, in your perspective, what has caused the shift from the initial idea of Pan-Africanism to something else, to the opposite, which we are experiencing today in Cameroon and the rest of the African continent? Why are the other leaders not following the example of Niger, Republic, Burkina Faso, and the rest? Nous ne devons pas oublier que, après la découverte de l'Afrique, l'Occident avait constaté, non pas parce que lorsqu'il découvre l'Afrique, il constate que l'Afrique était habitée par les gorilles et non des êtres humains. Mais c'est au moment où l'Occident veut occuper de l'Afrique qu'il constate que ce n'était plus les gorilles, mais c'était des êtres humains plus intelligents, plus développés, plus démocratiques qu'eux-mêmes. Et ils avaient mis en place
le mécanisme de déstabilisation de l'Afrique et nous avait formé nous-mêmes, les Africains, à continuer à nous déstabiliser nous-mêmes. C'est pour ces raisons que, actuellement, le cas est général presque dans toute l'Afrique. On voit aucun Africain n'arrive à s'entendre avec l'autre et personne ne prend le soin de se poser la question de savoir pourquoi cela nous arrive. Donc, ce mécanisme qui est développé, voilà la cause. C'est pour cette raison qu'on est dans la situation où on se trouve actuellement. Are the other heads of states held in a kind of bondage that they cannot detach themselves from their former colonial masters to take the bold steps that we have seen, for example, in Burkina Faso, Niger, and even in Chad Republic recently, now talking about the French soldiers who have to leave their territory and go back to France? Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que la majorité des chefs d'État africains sont ceux qui sont au pouvoir, non démocratiquement, mais parce qu'ils sont soutenus par l'Occident. Et c'est sur l'Occident qui se pose pour se dire président. Sinon, démocratiquement, nos rares sont ceux qui sont des présidents démocratiquement en Afrique. Et c'est pourquoi ça continue à poser des problèmes. Et tant que l'Afrique lui-même ne prend pas conscience, heureusement que quelques États commencent déjà à comprendre. Lorsqu'on remonte aux origines de cette idée, de cette vision panafricaniste, on voit par exemple la création de l'Union africaine à Addis Abeba. C'est vrai qu'au départ, il y avait deux courants qui s'affrontaient, le groupe de Monrovia et le groupe de Casablanca. Et bien par la suite, il y a comme une sorte de convergence où les gens aplanissent les divergences et ils ont réussi quand même à mettre en place cette organisation. Alors, plusieurs décennies après, en faisant le bilan, on s'est rendu compte qu'on n'a pas beaucoup bougé. D'où le sommet de Sirte en Libye avec Muammar Kadhafi qui a relancé, n'est-ce pas, l'idée du panafricanisme avec la mise en place de l'UA à la place de l'OUA. Alors, on sait très bien ce qui est arrivé à Muammar Kadhafi, mais pourquoi est-ce que les autres chefs d'État africains n'ont pas défendu cette vision-là? Et pourquoi, justement, aujourd'hui, il y a cette idée qui germe en Afrique de l'Ouest et qui n'est pas suivie par les autres États? C'est vrai que vous avez tenté d'expliquer que la plupart de ces chefs d'État ne sont pas élus démocratiquement. Quelle est donc la solution qu'il faut envisager aujourd'hui pour que cette idée panafricaniste puisse effectivement germer et se développer? L'unique solution, telle que j'ai toujours prêché, est la reprise de conscience de la jeunesse africaine. Voilà, l'unique solution, c'est cette reprise de conscience. Tant que la jeunesse africaine ne reprend pas conscience de prendre son destinée, de prendre ses responsabilités dans son pays, je pense qu'on aura encore à traîner pour longtemps. Pourquoi? Parce que, tel que vous venez de citer, des structures qui ont été créées en Afrique, que ce soit l'Union africaine, tout ça, ça a été l'initiative de l'Occident. Voilà, c'est pourquoi, à chaque moment, ça a toujours échoué. Donc, tant que la jeunesse africaine ne reprend pas conscience pour prendre en main ses responsabilités, sa destinée, je pense qu'on aura encore à traîner. Est-ce que vous, en tant que doyen, en tant que l'une des plus lointaines générations, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous avez aussi une part de responsabilité dans cette situation de dégradation? Je pose la question parce que beaucoup estiment que l'histoire est source nourricière du sentiment national. Est-ce que vous avez le sentiment que vous, ou d'autres chefs traditionnels, ou d'autres doyens, ont suffisamment relayé l'histoire pour conscientiser les jeunes, attirer leur attention sur les pans importants de l'histoire de notre pays pour les amener justement à développer cette idée qui devrait les permettre de se libérer du joug colonial? Vous êtes un acteur majeur des luttes pour l'indépendance du Cameroun. Est-ce que votre parcours, par exemple,
qui pourrait inspirer ces jeunes. Est-ce que vous avez le sentiment que cela est suffisamment partagé, suffisamment enseigné? Non, ce n'est pas partagé parce que ce mécanisme mis en place par l'Occident a plutôt amené les Camerounais ou bien les Africains plutôt vers les intérêts particuliers des individus, non vers les intérêts collectifs des populations. C'est justement pour cette raison que c'est un peu difficile, jusqu'à présent ça s'avère difficile pour cette prise de conscience. Lorsqu'il s'agit par exemple de nous, voilà, rares sont ceux qui parmi nous, par rapport à mon âge, qui ont pris cette conscience qu'il faut prendre notre destinée en main. Voilà, rares sont ceux-là. Justement, c'est la raison pour laquelle, avec vous, nous voulons explorer ces pans de l'histoire de notre pays. Quand vous regardez ce qui est présenté aujourd'hui comme l'histoire du Cameroun, l'histoire qui est enseignée dans les écoles, dans les universités, est-ce que vous avez le sentiment qu'il n'y a pas certains aspects de cette histoire qui sont taboutisés, qui sont cachés, qui sont gardés? Mais effectivement, j'ai été surpris dernièrement lorsqu'on parle, par exemple, que la France et le Cameroun se sont entendus pour les bavures de la France en Afrique pendant ces derniers temps. Or, la France, avant de s'engager à négocier avec le Cameroun, et surtout, ils vont chercher les soi-disant les historiens. Mais lesquels historiens? Si oui, ils ont établi qu'il y avait combien de cadavres, quelles étaient les destructions faites au Cameroun, par exemple. Si je prends mon cas personnel, tout ce que j'ai subi comme perte, ils ont donc capitalisé ça où? Avant de dire que le problème entre la France et le Cameroun est résolu. Ah, vous faites allusion là à la commission Macron, dont le rapport vient d'être rendu à l'Élysée. C'était le 21 janvier dernier. Cette commission Macron, constituée de 13 historiens français et camerounais qui y a travaillé pendant pratiquement 2 ans, est-ce que vous avez été consulté par cette commission qui a travaillé également au Cameroun? Effectivement, cette commission m'a rendu visite et j'ai refusé de donner n'importe quelle déclaration. Lorsqu'ils ont voulu obtenir de moi certains éléments, j'ai refusé totalement de les recevoir. Effectivement, parce que je sais que jusqu'à présent, il faut falsifier l'histoire du Cameroun, telle qu'elle se présente. Donc, il faut puiser tous les éléments pour pouvoir falsifier. Et comme personnellement, je détiens certains éléments, même que le gouvernement camerounais ne tienne pas, je préfère ne pas livrer ces éléments que je possède tant que je n'ai pas l'autorisation de mon gouvernement de livrer ces secrets et ces éléments. But Your Majesty, why do you think that that commission set up by the French President Emmanuel Macron want to thwart the history, want to continue hiding some important facts about the history of Cameroon? Mais j'ai pensé personnellement que cette commission a été mise en place pour mener les enquêtes, pour voir s'il y a encore quelques éléments matériels qui justifient le comportement de la France au Cameroun. Il faut mener les enquêtes pour falsifier aussi tous ces éléments-là. C'est justement pourquoi j'avais refusé de donner une déclaration. Mais sinon, ces commissions-là ont établi effectivement quoi sur le terrain? Quels ont été les dégâts commis, surtout dans la région de l'Ouest où j'ai vécu du début à la fin? On n'a justifié que quoi? So, Your Majesty, where do you have a problem with that commission? Is it the constitution of the commission? I mean, the members, those who make up that commission, or the fact that it was put in place on the initiative of course, we have the French president on the other side and the president of Cameroon, but the French president is more ahead in terms of whatever has to be done or is being done at the level of that commission.
dans son ensemble, que ce soit le président français, que ce soit notre président, je considérais qu'ils sont malhonnêtes. Pourquoi? Parce qu'on devait organiser d'une façon sincère cette commission qui devait d'abord descendre sur le terrain, prendre les informations et voir ce qui se passait réellement. Voilà. Mais lorsqu'on va prendre des petits-enfants de rien de tout, sous prétexte qu'ils sont des historiens, ça veut dire que c'est plutôt théorique que pratique. Et c'est justement pourquoi je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'il faut donc faire, de votre point de vue, pour que vous puissiez vous ouvrir et dire et donner les informations dont on a besoin? Il faut mettre sur pied une commission qui est composée de certaines personnes, certains témoins. Voilà. Il y en a encore au Cameroun des témoins qui ont vécu. Par exemple, moi, j'ai passé ici, dans mon palais, 3 années en prison entre les mains de l'armée française. Mes femmes ont été violées devant moi. Ma population ont été exécutées sommairement sans être jugées nulle part. J'ai un grand nombre. Mon palais a été brûlé par l'armée française. Où est-ce qu'on a comptabilisé ça? Voilà, je ne prends que petites... Qu'est-ce qu'on vous reprochait exactement? Qu'est-ce que l'administration vous reprochait de quoi? L'administration coloniale? Oui, qui a provoqué toutes ces atrocités. On vous reprochait quoi? On vous demandait qu'est-ce qu'on vous reprochait? Mais parce que je me suis opposé. Personnellement, je me suis opposé, surtout, plus précisément, parce que lorsque j'ai organisé avec certains de mes collègues, après les événements de 25 mai 55, nous avions organisé l'accueil de la délégation des Nations Unies qui était descendue au Cameroun pour mener les enquêtes sur les événements de 25 mai 55. Et pendant que l'administration française avait menacé les Camerounais de donner les pétitions, nous nous sommes organisés d'une façon publique à donner des pétitions à la délégation des Nations Unies. Alors, donc, on vous reprochait d'avoir fait un rapport sur les atrocités commises par l'administration coloniale. C'était quoi ces atrocités-là? Les atrocités? Mais si vous pouvez recenser, voir comment dans les brigades de gendarmerie de l'Ouest était organisée la tuerie, c'est-à-dire ce qu'ils appelaient les balançoires, où on arrêtait les citoyens, on les passait sur les balançoires et ils mouraient, on partait jeter les cadavres n'importe où. Balançoire, c'est-à-dire quoi? On vous passait à la balançoire, on vous attache les pieds comme un gibier, on vous passe sur la balançoire, on vous tourne, et puis ainsi de suite, le colonne vertébrale est cassé, et puis vous mourrez. Et on a aussi entendu parler des chutes de la Méché. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Mais je suis un rescapé. Comment ça? On nous a sortis en prison à Tchang. Nous étions 53. Et les 52 autres ont été jetés dans la Méché devant moi. Comment ça se passait? On les jetait, simplement sans autre procédure. So what happened? Why were you spared? Pourquoi est-ce qu'ils vous ont libéré et n'ont pas fait la même chose avec vous? Enfin, seul mon Dieu qui le sait. Je ne peux pas savoir pour quelle raison. Parce que c'est même après des jours, lorsque je me trouvais dans la cellule de la brigade de terre de Bafoussam, que je me suis rendu compte que j'étais encore vivant. Est-ce qu'il y a des noms des personnes avec qui vous avez été dans ces cellules-là qui peuvent rentrer dans la rédaction d'une véritable histoire du Cameroun? Mais effectivement, en menant des enquêtes réelles, je peux reprendre et chercher d'autres documents et citer des noms avec lesquels on était en prison à Tchang, soit même j'étais dans la métier. On nous a parlé par exemple de Jacob Fossi, qui entraînait un commandant français avec lui. Enfin, je voudrais vous dire que dans tout ça, il y a eu des faussetés, si bien que moi, je ne peux pas témoigner les faussetés parce que il y a eu là une confusion totale. Voilà. Lorsqu'on parle de Jacob Fossi, tout ça là. C'est comme même aujourd'hui,
Vous avez des gens qui se disent UPCistes, alors que personnellement, je ne connais pas là où ils se sont milités dans l'UPC. Donc dites-nous, les vrais UPCistes pour vous, c'était qui à cette époque-là? Parce que justement, il y a cette confusion-là, et tant qu'on n'a pas d'éléments précis, on va peut-être continuer à entraîner cette confusion. Quels sont ceux qui étaient véritables UPCistes, nationalistes, qui luttaient pour la cause nationale, et quels sont ceux qui étaient peut-être des collabos ou des traîtres qui avaient infiltré le mouvement de libération nationale et qui travaillent plutôt au service du colon? Vous verrez par exemple que avant les événements de 25 mai 55, les vrais UPCistes se trouvaient régulièrement chez Photo Anatole Adouala à Nobel. Et c'est là où ils se retrouvaient. Et que de temps en temps, quand je me trouvais à Douala, je les assistais. Et j'étais toujours accompagné de Ngapé Diop et les autres. So, who were those giving orders for those atrocities that you just mentioned, including the burning down of your palace here, including the killing of your subjects, the raping of your wives here in the palace? Who were those giving orders for all those atrocities to be committed? Bon, par exemple, quand j'étais gardé ici, il y avait un capitaine français. C'est lui qui occupait même cette région, c'est lui qui ordonnait toutes les opérations qu'on effectuait dans la région de l'Ouest. Oui, la résidence suivait entre 57 et 59. Ouais. Mais après l'indépendance en 1960 pour le Cameroun français et 1961 pour le Cameroun britannique, les atrocités ont continué. On se souvient que le président Ernest Ouandié a été fusillé à Bafoussam le 15 janvier 1971. Alors, dites-nous, là, on va continuer à parler de l'administration française. Est-ce qu'il n'y a pas une... Vous savez que lorsque même en 60, nous avions contesté que l'indépendance, le soi-disant indépendance qu'on nous avait donné, était teinté. Pourquoi? Parce que la France avait déjà préparé les néocolons qui devaient continuer à gérer l'indépendance en leur faveur. Et laissez-moi vous dire clairement que j'ai assisté à ceux qui ont préparé à Idjo pour proclamer l'indépendance du Cameroun. Qui était-il? Hein? Qui était-il? Qui? Ceux qui ont préparé cela. Vous dites que vous... Des fonctionnaires. À Yaoundé, je connais beaucoup. Ce n'est pas ici que je connais beaucoup et ils me connaissent beaucoup. Alors, ils avaient préparé pour prononcer, pour proclamer l'indépendance, alors que tout ceci s'est passé pour l'intérêt de la France et l'intérêt du Cameroun. Et quelqu'un comme moi, jusqu'à présent, je me plaigne parce que c'est ça qui continue jusqu'à présent à être géré au Cameroun et qui ne permet pas aux Camerounais d'être libres. Parce que depuis 1960, personnellement, je ne connais quelle a été une élection libre au Cameroun. We'll come back to how the country is presently managed in the course of this program. But first of all, let me get this very clearly, Your Majesty. So after the colonial masters, after the French officials, who were those giving the orders for the killings to continue? They handed over to Cameroonians. Who were those Cameroonians who were giving orders at that point for the killings and other atrocities to continue? Rien que même parmi les Camerounais, que ce soit dans l'armée camerounaise, je connais des officiers qui donnaient l'ordre, parce que ces mêmes officiers m'ont malmené. J'ai en tête. Alors aujourd'hui, il y a au moins 2, 3 officiers camerounais qui sont encore vivants, qui sont témoins de ce que j'ai dit. Mais ce n'est pas ici, quand je parle, ils me suivent, ils savent. Mais ce n'est pas à moi à citer leur nom. Mais dites-nous le faux. Si vous ne le dites pas maintenant, à quel moment est-ce qu'il faudra le dire? Au moment, je le dirai au moment où il y aura une commission telle que je viens de le dire tout à l'heure, mise en place pour effectivement établir les conséquences. Est-ce que vous croyez que cette commission, pareille commission, peut être mise en place? Mais elle ne peut pas être mise en place. Pourquoi? Parce que le gouvernement actuel, c'est une continuité.
C'est justement pour cette raison que le Cameroun ne peut pas être à l'aise. Le gouvernement actuel, c'est une continuité. Autrement dit, on ne saura jamais ce qui s'est passé. Mais effectivement, c'est justement pourquoi il faut tout faire maintenant pour effacer tous les moindres traces. Alors, qu'est-ce que nous retenons donc, nous autres jeunes générations, et que nous devons transmettre à ceux qui arrivent derrière nous, si on n'a pas tout le fin mot, les détails sur cette période trouble de l'histoire politique de notre pays? Justement, c'est pour cette raison que je déplore la reprise de la conscience de la jeunesse, parce que si la jeunesse camerounaise reprenne conscience, ils peuvent conjuguer leurs efforts pour rétablir la situation et mettre en place des commissions qui peuvent faire une enquête, des enquêtes réelles pour établir la vérité. But Your Majesty, you know that there is a kind of a wind of repression that is keeping many young Africans in general, and Cameroonians inclusive, in a kind of passive position where they cannot really take up some actions to do what you're saying now. Many of them are passive, and because of the repressive atmosphere in which they find themselves today, you became very active at a young age, but there are many Cameroonians today, even those who have gained some consciousness, who are so afraid, let me say, to die, so afraid to live what you experience. C'est justement ça que je déplore de la part des jeunes, de prendre l'exemple de ces pays qui commencent, voilà, qui commencent à prendre leur destinée en main. C'est ça que je déplore aussi face aux jeunes Camerounais. Or, malheureusement, vous allez vous rappeler qu'il y a un certain moment où on prenait les élèves, les étudiants dans des châtaignes pour aller faucher le résultat des élections. Or, ce sont ces jeunes aujourd'hui qui ont des responsabilités. Et voilà là où ça devient de plus en plus difficile. Voilà, ce sont ces jeunes, qu'ils soient les fils des ministres, les parents, tout ça, qui sont dans des postes de responsabilité. C'est pour cette raison que amener les jeunes aujourd'hui à reprendre conscience, il faut beaucoup d'efforts. Il faut que ces jeunes se décident, voilà, qu'ils soient décisifs pour prendre leurs responsabilités en main. Alors, vous avez évoqué un élément tout à l'heure, je voudrais qu'on revienne un peu en détail là-dessus, parce que vous dites qu'avoir vécu cela. 15 janvier 1971, Ernest Bouandier est fusillé sur la place publique à Bafoussam. Là, on est en 71, c'est-à-dire 11 ans après les indépendances. Vous dites avoir assisté à... C'était présent. Alors, qu'est-ce qui s'était passé exactement? Mais c'était simplement, je me rappelle bien que quand on exécutait Wandier, il était avec un jeune Fotsin de Bamenjou. Alors Wandier avait posé la question de savoir, il est exécuté, il connaît pourquoi il est exécuté. Mais lui pose la question de savoir pourquoi ce petit enfant, le jeune Fotsin, est exécuté. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de réponse. Personne n'a répondu. Personne n'a répondu. Alors vous étiez dans quelle position pour voir ça? Est-ce que vous étiez de passage? Est-ce qu'on vous avait convié à la place publique pour assister à ça? Parce qu'on avait dit qu'il doit être exécuté et je suis allé aussi assister. Comme beaucoup d'autres personnes? Comme beaucoup d'autres personnes. Quel est le sentiment que vous avez eu à cette époque-là, quand vous avez assisté à cela? Non, mais c'était inhumain. C'était inhumain. C'était insupportable. Le peuple est tel qu'il est intimidé aujourd'hui, tout ça là. On était dans la même situation parce que, disons, depuis le soi-disant indépendant, le Cameroun demeure dans la dictature. How was he killed? Was he gunned down? Was he hung on a tree? How was he killed? On l'avait attaché les bras et on avait fixé des arbres à terre et on l'a attaché là-bas. Et c'est là où il a été exécuté. Qui tirait, les blancs ou les noirs? Non, c'était les noirs. Des soldats camerounais? Des soldats camerounais. Quelle était la réaction de ceux qui étaient tout autour? Quelle pouvait être leur réaction? Leur réaction, c'est zéro. Ils étaient déjà intimidés.
Et chacun voyait qu'il était aussi capable, qu'il était aussi possible qu'on le prend et l'exécuter dans les mêmes conditions. Et vous vous êtes dit quoi? Si je continue, je vais subir le même sort. Est-ce que cela a émoussé votre enthousiasme ou bien cela vous a plutôt rebellé? Personnellement, mon cas était plutôt autre chose parce que ce soit la France, que ce soit les Camerounais, ils savaient que j'étais déjà rebelle et que moi j'étais prêt à tout, qu'on m'exécute ou pas. Ça, voilà, je n'étais pas gêné. Who gave orders for the execution of Ernest Ouandi? Qui a ordonné cette exécution? L'exécution? Non, mais c'est l'administration. Est-ce qu'à l'époque, on avait même besoin de jugement pour dire qu'on a ordonné tout ça là? Non. Quelle était l'autorité qui a demandé qu'il soit exécuté? Il y avait l'autorité de l'armée, il y avait l'autorité administrative. Et on pouvait, même lorsque vous posez la question, posez aussi la question de savoir les têtes qu'on venait exposer au carrefour à Bafoussam, qui ont donné d'enlever les têtes des gens pour venir exposer. Toujours à la même période? Oui, à la même période. Pour vous, l'objectif, c'était quoi? C'était de tétaniser, terroriser les populations et taire les résistances? Mais est-ce que vous avez le sentiment que ça marchait? Est-ce que vous croyez que ce sentiment de terreur qu'il voulait imposer, est-ce que ça marchait? Est-ce que les gens étaient vraiment terrorisés? Est-ce que ça... Effectivement, les gens étaient terrorisés. Et même jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, personne n'a la liberté de parole. On a peur de dire ce qu'on pense. Alors, pour revenir un tout petit peu sur la résistance, parce que ceux-là, ce sont des gens qui ont résisté on va dire, à l'administration coloniale, qui ont lutté